Veolia. Alors, stabilité, croissance des revenus, on a des revenus qui sont croissants et si vous remarquez que c'est cette période, on a une explosion carrément des revenus. Pourquoi? Est-ce que c'est ponctuel, donc dû à une situation bien précise et donc ça ne va pas durer? Ou bien c'est voilà, c'est de manière organique. Enfin, quand je dis organique, c'est dû à ou bien c'est dû à une acquisition, parce que ça peut pas être organique. OK? Enfin, faut toujours aller vérifier quand même, mais ça ressemble plus à une entreprise qui a fait une acquisition à ce niveau-ci pour booster à peu près le chiffre d'affaires. Si c'est le cas, est-ce que les marges brutes sont restées à peu près stables? C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aimerait voir. On a à peu près quelque chose de correct, okay? On est en tous les 17%. Ensuite, on compare les marges EBITDA. On a également quelque chose qui reste à peu près, ce qui est à peu près stable. Ensuite, on prend les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on les met sur le même graphique. On a généralement des free cash flow plus élevés que les net income. Alors, c'est une compagnie européenne, donc parfois il faut faire attention à ce qu'on nous présente dans ces résultats-là. Ok, ça me plaît bien de savoir que les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. Ok, et donc si c'est le cas, je dis bon, admettons que c'est le cas. Ok, toujours aller vérifier qu'est-ce qui impacte positivement les free cash flow de cette compagnie. Parce que comme je l'ai toujours mentionné, moi, des free cash flow des compagnies européennes, faut toujours faire attention parce que ça ne prend pas souvent en considération les loyers, au cas où il y en a, surtout après 2018. Donc, si le free cash flow généré cette période-là est vrai, si c'est vérifié, donc on va se dire qu'on aime bien ce qu'on voit présentement. C'est plutôt stable, mais attention, si on les met en termes de ratio, vous allez remarquer que le ratio est plutôt... Voilà, prenons juste les bénéfices nets en termes de marge. Remarquez que les marges ne sont pas exceptionnelles. Donc c'est bien d'avoir une croissance, d'avoir fait l'acquisition d'un business la dernière fois. Mais enfin, si c'est le cas, bien sûr. Mais c'est une entreprise ici qui a des marges très peu élevées. Donc ici, la gestion des coûts est extrêmement importante. Peut-être qu'également, en étant de plus en plus gros, on peut générer des économies d'échelle, notamment auprès des fournisseurs, on peut négocier des prix plus bas ou ce genre de choses-là. Mais il faut toujours que le management soit concentré ici sur la gestion des coûts. Et donc, si vous avez une entreprise comme Veolia en portefeuille, c'est toujours intéressant d'aller regarder quel est le poste de dépense le plus élevé, surtout au niveau des coûts d'exploitation. OK? Et comment est-ce que ce poste de dépense-là évolue non seulement en pourcentage global par rapport aux revenus, mais également par rapport à la croissance du revenu. D'accord? Donc, si le revenu augmente de 10% alors que les dépenses opérationnelles augmentent de 20%, on n'aime pas ça. OK? Si les revenus augmentent de 10% alors que les dépenses opérationnelles augmentent, disons, de 5%, c'est pas grave. Enfin, pas que ce n'est pas grave, mais c'est déjà une bonne chose. C'est intéressant. Donc, on aimerait toujours que les dépenses opérationnelles, que la croissance des dépenses opérationnelles soit moins élevée que la croissance des revenus, ou bien que ça ne bouge même pas du tout, d'accord? On aimerait même pas, on aimerait que les dépenses opérationnelles restent à peu près l'équivalent pour les trimestres à venir. Bref, maintenant, du point de vue évaluation, déjà dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on est à peu près 3,4 fois l'EBITDA. Et quand on compare la dette nette ici, du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne? On a à peu près 19 milliards de dette nette. Vous remarquez, il y a de grandes chances qu'on ait fait une acquisition en 2021 parce que la dette a littéralement explosé. Donc on a à peu près 19 milliards, disons 19 milliards de dette nette. Par rapport à la génération de free cash flow, je prends ça ici. On a 1,8 milliard de free cash flow en date d'aujourd'hui. Je vais essayer d'aller vérifier. On s'attend à combien les années à venir, donc N plus 3. Ça donne à peu près 2 milliards par là, donc presque la même chose ici. Donc on s'attend à 2 milliards pour les années à venir et nous avons à peu près 20 milliards de dettes. 19 milliards 500, 19 milliards 800, c'est presque 20 milliards de dettes. Donc on peut repérer la dette nette ici avec les free cash flow en 10 ans. C'est pas mauvais. Sauf seulement si les free cash flow sont aux alentours de 2 milliards. Parce que si on a moins que ça, c'est déjà trop élevé. Vraiment, 10 fois les free cash flow, c'est déjà la limite. OK? Il faut faire attention. Donc la dette de cette compagnie, comparé à l'EBITDA, on va se dire que c'est pas grave, mais quand on regarde par rapport au free cash flow, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Donc, l'EBITDA, donc ça peut être un business ici à capital intensif. Donc, dans l'EBITDA, j'en ai parlé dernièrement. Pour l'EBITDA, est-ce que j'en ai parlé? Oui, j'en ai parlé quand je parlais ici, quand je faisais la vidéo sur... je vais vous montrer cette vidéo-là. Donc, Buffett, on va voir ça ici. OK? Dans cette vidéo, j'ai parlé de l'EBITDA ici, à ce niveau. OK? Donc, si ça vous intéresse, recherchez cette vidéo aussi. Donc, je vais revenir ici. Voilà, pour terminer notre analyse. Donc, comme on constate ici, l'EBITDA a augmenté du point de vue volume
OK? Du point de vue pourcentage, c'est plutôt resté stable. Donc, c'est ce qui nous conforte à l'idée de dire qu'on a fait une acquisition à ce niveau-ci. Donc, on a peut-être fait l'acquisition d'un business qui a à peu près les mêmes marges que notre business. Donc, on s'attend à peu près juste en termes de pourcentage, il n'y a pas eu de grands changements. C'est déjà une bonne chose. OK? En espérant que l'intégration se passe bien et qu'on arrive à générer ici des économies d'échelle par rapport à la taille de l'entreprise. Maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Donc déjà, on remarque que le nombre d'actions augmente. Vous savez qu'on n'aime pas ça ici. On s'en fout même si ce sont des actions gratuites. Non, non, non. On veut que ce soit une entreprise qui rachète ses actions. OK? Tant mieux. Enfin, si le nombre d'actions augmente alors que les bénéfices nets par action augmentent également, OK. Mais si c'est plutôt stable, faites attention. OK? Donc, déjà, on préfère toujours qu'une entreprise rachète ses actions. Et vous remarquez ici que le nombre d'actions augmente alors que le bénéfice net par action est plutôt stable. OK? Le bénéfice net par action ne bouge pas du tout. Et donc, on n'aime pas trop ça. Tout simplement parce que le nombre d'actions ici vient annuler la croissance ici, la croissance ici en termes de volume du bénéfice net. OK? Donc, on n'aime pas qu'on ait à peu près, comment on appelle ça? Un bénéfice net de plus en plus élevé. Un bénéfice en termes de volume assez conséquent en termes de milliards, mais en termes de bénéfices par action, bien, tu peux également jouer à free cash flow par action ici, on a un chiffre qui n'est pas très intéressant. OK? Donc, je peux essayer de regarder le free cash flow per share ici, parce que le free cash flow est plus élevé ici que le bénéfice net, donc il faut le regarder. Voilà. Il est plutôt stable. Si on n'avait pas augmenté le nombre d'actions, si on aurait eu un chiffre par action de plus en plus élevé. OK? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que c'est un business prévisible? Je regarde ça ici. 50% du temps, les analystes se trompent. J'aimerais avoir à peu près les dernières périodes ici. Donc, sur N+2, ça donne combien? 3 ans. Donc, depuis, on peut se dire que la pandémie, c'était ici. Mais depuis 3 ans, on arrive à faire de bonnes prévisions. OK. Donc, toujours aller vérifier qu'est-ce qui drive la croissance de ce business-ci sur les dernières années. OK. Donc, en termes de free cash flow, on arrive à bien... Les free cash flow sont encore plus prévisibles que les bénéfices nets ici. OK? Donc, on va se dire que ça reste un business prévisible. Maintenant, en termes d'évaluation, combien de fois les bénéfices on va payer? Si vous faites la moyenne ici des bénéfices nets de la moyenne du price to earning sur les 12 prochains mois, vous trouvez jamais 17 fois les bénéfices. Et ça, comme je dis toujours, c'est pas trop le 17 fois le bénéfice qu'il faut regarder. En fait, regardez, par rapport au style, à ce business, marge très peu élevée, OK? Le niveau d'endettement assez limite. Combien de fois les bénéfices on serait prêt à payer? Aux alentours ici de 17 fois les bénéfices. Et si vous payez 17 fois les bénéfices, une entreprise que vous payez à 17 fois les bénéfices, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous obtenez combien? 5,88%. Est-ce que c'est raisonnable pour une entreprise pareille? Ma réponse est oui. OK? Pour moi, 17 fois les bénéfices, 17-15 fois les bénéfices, c'est raisonnable. Si elle est moins endettée, peut-être qu'on pourrait toucher les 20, mais ça dépend. En tout cas, ça dépend parce que les utilities se payent toujours très cher et encore, il faut voir précisément qu'est-ce qu'elle fait. Donc, je parle ici sur le plan quantitatif parce que je n'ai pas pris la peine d'aller regarder qu'est-ce que Veolia fait précisément, ce genre de choses-là. Je regarde l'entreprise uniquement sur le plan quantitatif. Peut-être qu'en lisant les éléments qualitatifs ici, ça pourrait de plus en plus me plaire. Surtout si on doit consolider un secteur d'activité. Bref, il y a des questions à poser au-delà des chiffres. D'accord? On essaie déjà de voir ici quel type d'entreprise on a face à nous et comment est-ce qu'on pourrait aborder l'évaluation de ce business-là. OK? Est-ce que ça vaut même la peine d'étudier en profondeur? Donc, pour moi, pour le moment, ça semble une entreprise juste correcte. D'accord? À capital intensif. Ça se voit avec les free cash flow. Donc, si on l'achète à 17 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Je prends ici... Je mets mon multiple, 17 fois les bénéfices. Ça reste un business assez prévisible. On peut se dire que d'ici 2026, on aura à peu près 2,47 € par action, n'est-ce pas? On vérifie. Est-ce que les attentes des analystes ont changé entre-temps? C'est optimiste de manière globale, mais voilà, les attentes ont été revues à la baisse, légèrement à la baisse sur les 6 derniers mois. Ça reste optimiste néanmoins. Donc, si on atteint le 2,47 $, et quand je prends comme ça, en fait, il faut toujours vous dire une chose. Le plus important pour moi, c'est que l'entreprise puisse au moins générer le même niveau de bénéfices net d'aujourd'hui, demain et après-demain. Donc l'année prochaine et l'année qui suit. Au moins.
D'accord? Je dis bien au moins. Donc, il faut toujours se rassurer si les bénéfices sont durables. Et qu'est-ce qui drive cette croissance-là sur les dernières années? Donc, si on se situe à 17 fois les bénéfices par rapport à 2026, ça donne à peu près aux alentours de 42 euros. Moins la dette nette, on a une dette nette ici de près de 20 milliards. D'accord? On a une dette nette de 20 milliards, presque 20 milliards ici, divisé par le nombre d'actions. Disons 700, prenons 20 milliards, disons divisé par 739 millions d'actions. Ça donne à peu près une dette nette par action de 27 dollars. Et si vous prenez ici, à ce niveau, si vous prenez 42 dollars moins 27, vous obtenez combien? 15 dollars par action. Est-ce qu'il serait judicieux de se dire que l'entreprise vaut 15 dollars par action? Je dirais non. OK? Sans dette, elle pourrait monter jusqu'à 42 dollars. OK? Sans prendre en considération la dette. Vu que nous, on prend toujours en considération la dette et qu'on a déjà remarqué que ce niveau d'endettement est vraiment limite, ce serait une entreprise qu'on serait prêt à acheter aux alentours de 10 fois les bénéfices, grand max, sans prendre en considération la dette. OK? Et si je prends en considération l'éventuelle croissance à venir ici, je serais situé aux alentours de 25 dollars l'action. 25, 29, qu'est-ce qu'on dira ici en termes de conclusion? Veolia est juste correctement évalué, d'accord, à ce prix-ci. Maintenant, si j'achète du Veolia au prix actuel, ça veut dire que l'entreprise va... il faudrait que je me rassure, je vérifie quel est le programme de désendettement du business de l'entreprise. Quel est l'objectif qu'ils ont par rapport au désendettement ici? Encore une fois, je rappelle que la dette est gérable. Mais vu que nous, on prend toujours en considération la dette dans notre calcul, on constate juste que c'est un business, vu le niveau d'endettement, qu'on serait prêt à acheter aux alentours de 10 fois les bénéfices présentement. D'accord? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui. Donc, c'est pour ça que je mentionne que notre prix est correct. D'accord? Mais maintenant, si je décide de l'acheter à ce prix, il faut absolument qu'on ait un programme de désendettement clair, ou bien que je vérifie ici l'échelonnement de la dette dans le temps. D'accord? Les taux d'intérêt, etc. Bref, il y a d'autres questions à poser derrière. Donc, si vous êtes investi sur du Veolia et que vous décidez d'en acheter plus aujourd'hui, tant mieux. Enfin, c'est correct. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais ce dividende-là ne devrait pas être la priorité. Je préfère encore un désendettement massif. Pourquoi pas aux alentours ici de 5 fois les free cash flow. Donc, ce serait à peu près réduire la dette ici de moitié. D'accord? Donc, est-ce que Veolia mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Pour moi, ça sera non. Je trouve que ce n'est pas un business que j'aime. Donc, ça peut être... Enfin... en termes de ratio, c'est pas trop intéressant selon moi. C'est pas parce qu'elle a des petites marges, je vous rappelle, parce qu'il y a des business comme par exemple McKesson, d'accord, MCK, McKesson qui a des marges très peu élevées, je dis bien très peu élevées. Vous pouvez voir les marges ici de McKesson. Pourtant, presque 1% ici. Pourtant, c'est l'un des meilleurs business. C'est un excellent business. OK? Et c'est une entreprise qui est dans ma watchlist et également en portefeuille. OK? Donc, vous allez remarquer ici qu'en termes de retour sur les capitaux investis, on est au moins sur du 12% en moyenne et sur les dernières années, c'est clairement une accélération. Tout simplement parce que ici, je pense que la priorité de l'entreprise a été d'abord le désendettement et ensuite l'entreprise a continué à générer des bénéfices nets, des revenus de plus en plus élevés sans toutefois augmenter le nombre, tout en maintenant ses marges nettes en date d'aujourd'hui. Mais il faut toujours regarder les free cash flow plutôt de ce business-ci. Et c'est une entreprise qui a une particularité. Comment on dit ça? Elle a le potentiel, d'accord? Même pas le potentiel. Elle a le luxe ici de pouvoir acheter la marchandise à crédit, la revendre avant de rembourser ses actions, les différents fournisseurs. Donc, généralement, elle tourne généralement à crédit. Donc, elle ne dépense pas d'argent pour augmenter l'inventaire. OK? Et donc, vous allez souvent remarquer que le free cash flow de cette compagnie sera nettement bien plus élevé que ça. Ce qui est un avantage dans ce genre de business au niveau de la distribution. OK? Donc, vous remarquez que c'est comparé à Veolia, quand on prend juste c'est pas la même industrie, hein, d'accord, on va le dire comme ça. Mais ici, on a un ROIC de 5,32%. Je veux dire, c'est trop petit. Donc, je peux la laisser sur les lignes de côté. Évidemment, si on rembourse la dette ici, le ROIC en question pourrait augmenter littéralement.
Je dis même littéralement exploser, donc faites attention. Donc, je préfère juste pas la mettre dans ma liste, dans ma watchlist en date de jouer. Et ça, c'est, voilà, ça me concerne. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne la mettrez pas dans vos watchlists? Ça dépend de vous. OK? Si vous êtes en France, ça peut être un business correct, sans plus. OK? Je dis bien correct. Donc, au prix actuel, si j'achète du Veolia, je ne suis peut-être pas fou. Mais comme je l'ai mentionné ici, bon, vu que moi, je n'ai que regardé les chiffres, il y a des questions que je dois poser par rapport à l'augmentation des revenus en 2021. Je crois que c'est une acquisition, mais il faut toujours que j'aille vérifier la stratégie de croissance du management, etc. Je parle beaucoup. OK? En description de la vidéo, vous avez ici le lien vers le service Top Premium Plus. Vous pouvez retrouver la watchlist. Vous avez également un pack pour les débutants. Je vous laisse aller voir tout ce qu'il y a sur la page. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel par rapport au produit, bien sûr. OK? Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Veolia, on va se dire qu'elle est correctement évaluée au prix actuel si on prend 10 fois les bénéfices. Mais on s'entend dire que 10 fois les bénéfices, c'est assez bas. Et on a pris 10 fois les bénéfices parce qu'on considère que la dette est un peu limite en date d'aujourd'hui. Et donc, si l'entreprise ici vise un désendettement massif sur les mois, sur les années à venir, ce qui est tout à fait possible ici. Ça pourrait être intéressant au prix actuel, mais sans plus. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Dites-moi en portefeuille, est-ce que vous avez du Veolia? Si oui, depuis quel est votre PRU? Et pourquoi est-ce que vous la gardez en portefeuille? Ce genre de choses-là. Je ne vous demande pas de vous en séparer, hein, d'accord? Je vous donne juste un avis quantitatif et on s'entend que le quantitatif ici, on se dira que ça peut être intéressant de creuser un peu plus pour apprendre sur le business, surtout au niveau des spécificités, spécificités quantitatives ici. Bref, merci, au revoir.